Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission à l'heure de Pékin. Aujourd'hui encore, nous allons faire le tour de l'actualité de l'autre côté de Beijing et ce sera en compagnie de notre consoeur de CGTN français, Chang Changhui. Chang Changhui, bonjour. Bonjour François-Xavier, comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Oui, alors je suis en ce moment à Beijing et j'ai entendu récemment que la France a rendu quelques objets d'anciens du Bénin au Bénin finalement et ça a peut-être créé une sensation euh, dans la société béninoise. Oui, effectivement, ces objets d'art sont revenus sur leur terre historique en novembre 2021. Et ça a constitué, comme vous le dites, des moments de fierté, de communion nationale. D'ailleurs, ces objets d'art ont fait l'objet d'une exposition pendant quelques mois pour permettre à tous les Béninois de se remémorer l'histoire et de se replonger une fois de plus dans ce que nos ancêtres ont pu laisser comme trace. Donc, le retour de ces objets d'art a été le couronnement d'un long processus de négociation avec la France. Et on peut dire aujourd'hui que tous les Béninois sont fiers que ces objets soient revenus, même s'il en reste beaucoup d'autres un peu partout sur le continent européen. Oui, mais je pense que là, les objets d'anciens, les objets qui relèvent de la culture, finalement, en fait, ça nous touche, que ce soit pour les Béninois ou pour les Chinois, parce que les objets d'art, les objets anciens, c'est quelque chose, en fait, qui revêt une histoire très importante dans la Effectivement, société humaine. oui. Et là, par Effectivement. exemple, moi, je vais citer une phrase que je trouvais sublime, qui s'appelle Objet inanimé, avez-vous donc une âme qui parle à notre âme? Donc, en fait, on ne sait pas, peut-être que c'est un objet qui a été créé quelque part il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a plusieurs siècles, Ouais. et qui sont toujours devant nous dans un musée. Et ça nous crée beaucoup de sensations, ça nous crée beaucoup d'émotions euh, dans le cœur. Et c'est effectivement ce qui s'est passé aussi en Chine, cette fois-ci dernièrement à Hong Kong, donc à partir du 3 juillet, eh bien, le palais de Hong Kong, le Hong Kong Palace Museum, donc le musée du palais de Hong Kong, a ouvert ses portes au public. Et ça a créé une sensation aussi à Hong Kong. Pourquoi? Parce qu'il y a eu à peu près plus de 900 objets d'anciens qui sont exposés cette fois-ci à Hong Kong. Et en fait, il s'agit de la plus grande activité qui a été organisée entre la cité interdite à Beijing, donc le Ouais. palais, musée du palais national, et Hong Kong Palace Museum, le musée du palais de Hong Kong, cette fois-ci, donc avec plus de 900 objets d'art. En fait, une très belle occasion pour les Hongkongais de se déplacer sur place dans le musée pour avoir une idée de ce que c'était à l'époque l'histoire de la Chine. Et là, ça a été un, un moment majeur pour les Hongkongais. Ouais. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est le nombre d'objets exposés cette fois-ci. Et après, cette fois-ci, dans cette grande exposition, qui sont aussi en parallèle de ce retour de Hong Kong, de cet anniversaire de retour de Hong Kong à sa mère batterie. Aussi, après, je voulais souligner avec donc à partir du 1er juillet la nomination du nouveau chef de l'exécutif à Hong Kong. Donc en fait tout ça se passe à peu près en même temps. Ouais. Donc ça a été franchement c'est aussi un grand moment historique, un grand moment culturel pour Hong Kong cette fois-ci avec ces 900 objets d'art qui sont présentés, ces 900 objets anciens qui sont présentés, en fait qui n'a pas de valeur parce que c'est tellement important et ça relève donc de différents types d'art, de différents types de pièces d'art. Par exemple, d'après ce que j'ai trouvé sur Internet, il y a eu des ustensiles en bronze, il y a Ouais. aussi des peintures traditionnelles chinoises, aussi des calligraphies, du tissu, par exemple, qui sont présentées. Ce sont tout ce qui relève de l'art de l'ancienne société en Chine. Et Ouais. ça a créé quelque chose à Hong Kong. Voilà, Donc, je je pensais voulais, que c'était... oui, je voulais poser une question par rapport à ces objets d'art. On est dans l'immatériel, dans l'histoire. Est-ce que par rapport à la sociologie de Hong Kong, par rapport à la jeunesse de Hong Kong, qui, on le suppose, est un peu plus occidentalisée, hein, je le mets entre griffes, par rapport
la jeunesse chinoise, même si tout le monde est dans l'ère aujourd'hui de la technologie. Est-ce que pour les jeunes de Hong Kong, ça a encore l'air plus important parce que ça leur permet quand même de se resituer dans l'histoire au regard hein, de la colonisation anglaise et de se replonger dans une histoire, on va dire, millénaire. Est-ce que ça a plus d'importance encore pour eux que pour les Chinois de Pékin, de Beijing et du Xinjiang? Je sais que c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que je vais citer justement ce qui a été dit dans un discours, dans une interview du président du musée du Palais de Hong Kong. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je voudrais faire ce musée, je voudrais faire cet endroit comme une connexion entre la mère patrie, donc la Chine, la partie continentale de la Chine et Hong Kong. Et je voulais aussi la faire comme une connexion entre les jeunes aujourd'hui avec la Chine, l'ancienne Chine. L'ancienne Puisque Chine. c'est vrai que cette question que vous venez de mentionner, c'est une vraie question. En fait, je dirais que c'est comment est-ce qu'on va trouver sa propre identité? Voilà. Qui nous, après 99 ans de colonisation, après avoir subi je pourrais peut-être pas utiliser ce mot subir, mais après avoir influencé fortement par une culture occidentale, mais 100% occidentale, est-ce qu'on arrive toujours à nous restituer dans ce courant asiatique, dans Voilà. cette culture asiatique que nous sommes? C'est ça peut-être le plus important. Et en plus, je pense que c'est peut-être la même chose pour les Béninois quand on voit le retour de nos objets d'art, de nos objets Exactement. précieux qui ont été fabriqués ici, sur notre terre par nos hommes. Et quand c'est revenu sur notre pays, dans notre pays, qui sont présentés dans le palais du président, et là on dit que waouh, c'est quelque chose, on retrouve notre origine dans cette exposition, on retrouve cette origine devant ces peintures, devant ces calligraphies. Ouais. Et cette fois-ci, par exemple, si on reprend ces 900 différents objets d'art et des objets anciens qui sont présentés au public, à la fois aux jeunes et aux personnes plus âgées, qui ont peut-être connu beaucoup plus l'histoire, je veux Ouais. dire pour les jeunes aujourd'hui, fort temps pour eux de se réimprégner dans la culture chinoise, de réimprégner dans cette culture de l'origine de la culture chinoise qui est en effet une culture majeure Ouais. pour la Chine, pour l'Asie et aussi pour le monde, Pour le monde, ouais. puisque c'est quelque chose de quelque chose de très unique, une identité unique de la Chine qui met en valeur cette culture millénaire qui pourrait aujourd'hui être encore très bénéfique pour les jeunes de se retrouver, de se ressourcer dans la culture chinoise. Et donc, je pense que c'est ça qui est très important, cette connexion, cette définition de connexion. Et en plus, le président du musée du Palais national, donc en fait, si vous voulez, c'est le musée du Palais national qui était donc d'une certaine manière, qui ont été très importants puisque ça a été la maison de l'empereur, de l'ancien empereur pendant plus de 400 ans à Beijing, qui est toujours là, et en fait qui a été aussi durant les périodes, par exemple, des guerres entre la Chine et le Japon, et Le là en Japon. plus aujourd'hui nous 7 juillet. En fait, c'est aujourd'hui le 85e anniversaire de l'incident du pont Marco Polo. En fait, c'est à partir de ce moment-là, c'était en 1937 que les Japonais ont commencé à envahir la Chine. En fait, ça a été commencé très tôt, mais ce qui s'est passé il y a 85 ans a été considéré comme l'événement majeur. L'incident du pont Marco Polo, en chinois on dit Xishubian, c'est ce qui s'est passé. L'incident du 7 juillet qui qui s'est déroulé à Pékin, ça a été considéré comme le moment où les Japonais ont envahi la Chine. Et à ce moment-là, dans ce palais national, dans ce musée du palais national, ben, il y avait beaucoup de pillages, il y avait des vols, des objets anciens, des objets d'art de l'époque. Et jusqu'à aujourd'hui, le Japon ne les a pas tous rendus à Ren- la Chine et en plus, il y a même pas 10% qui ont été rendus à la Chine. Donc, c'est aussi, ce sont ce moment-là qu'on se dit que c'est important de revoir ces pièces et de remémoriser de ce qui s'est passé à l'ancienne, dans une autre époque. Et encore une fois, quand le président du Palais national
du musée du palais chinoise, on peut dire de la cité interdite, quand il a commencé à parler du choix de ces 900 pièces d'art et de ces 900 pièces d'anciennes, comment est-ce que ça a été choisi pour représenter Hongkongais? Eh bien, en fait, il a dit, il n'y a pas de meilleur choix ou de mauvais choix, puisque chaque objet ancien, reste quelque chose de très important, c'est quelque chose qui revêt de l'histoire et qui revêt de l'émotion pour les Hongkongais, pour apprendre plus sur leurs propres origines, pour apprendre plus sur l'histoire de la Chine. Sur l'identité. Voilà, peut-être on va dire un dernier mot pour finir sur le nouveau chef de l'exécutif à Hong Kong. Concrètement, qu'est-ce que son profil a de particulier et qu'est-ce que ça change pour les Hongkongais? Eh bien, en fait, son profil est très particulier. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a un parcours dans la police hongkongaise. Il a un parcours, en fait, qui est, on dirait, plutôt dans la sécurité hongkongaise. Alors que, par exemple, si on compare avec Carrie Lam, c'était autre chose. Donc, cette fois-ci, on va dire que le nouveau chef de l'exécutif, cette fois-ci, il est venu avec beaucoup de pouvoir aussi, cette fois-ci, avec cette expérience, une expérience très riche dans la sécurité de Hong Kong. Et c'est peut-être aussi l'une des raisons pour laquelle il a été élu, c'est de garder cette stabilité à Hong Kong et de garder d'abord la paix, cette stabilité à Hong Kong avant le déploiement de l'économie. Et après, il a aussi pris l'attitude de se dire que tiens, je suis là, je suis à votre côté, je suis à votre disposition pour écouter vos besoins. Donc, il a dit qu'il est ouvert en même temps aux opinions, aux différentes opinions. Il est ouvert aux différentes suggestions et des conseils du côté dans la sphère commerciale, économique et financière. Donc, nous allons voir s'il y a de nouvelles mesures qui seront mises en place dans ces prochains jours. Mais je pense qu'à partir du moment où un dirigeant revient sur le devant de la scène, où un dirigeant a été nommé, il va bien sûr faire de différentes réformes et nous allons voir quel genre de réforme, quel genre d'action qu'il va prendre. Mais pas pour tout de suite. Je pense que là, pour l'instant, Hong Kong, c'est encore le début de de cette nouvelle phase, à la fois de cette nouvelle phase pour cette élection aussi, de la nouvelle phase dans un changement ou dans une nouvelle phase culturelle cette fois-ci. Donc nous allons voir au fil du temps s'il y a de nouvelles mesures et de nouvelles réformes qui auront lieu, surtout dans ces prochains mois. Voilà. D'accord, voilà, on a fait le tour des questions qui nous intéressent aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Louis, pour tes éclaircissements. Merci à toi, on va dire bonne fin de journée ou bonne fin de soirée du côté de Beijing. Merci et j'espère à très bientôt. À très bientôt.